Bonsoir à toutes et à tous. Pierre Moscovici entend-il monter la colère des peuples européens? Les caprices des Anglais, le chacun pour soi face aux réfugiés, la montée des populismes ou encore le ralentissement de la croissance. Comment le commissaire européen aux affaires économiques peut-il nous convaincre que l'Europe n'est pas tout simplement à bout de souffle, que le projet européen ne s'est pas perdu en marchant à 28? Il répondra à nos témoins, à nos experts, à vos questions au 41 555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est Politique. Portrait signé Elisa Coudray et Arnaud Fora. C'est Politique, c'est parti. Hello. Comment ça va, Dans les couloirs de l'Europe, à Bruxelles, Pierre Moscovici est aujourd'hui devenu incontournable. C'est un peu, en ce moment, c'est un peu actif, oui, j'avoue, c'est même fatigant. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai une question pour vous. Ah bon, très bien. En charge des affaires économiques, au sein de la très puissante Commission, Comment vas-tu? sorte de gouvernement de l'Union. Ce jour-là, il est venu défendre devant les députés européens ses propositions en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Nous devons être plus intelligents que les fraudeurs. Et ce paquet est une tentative ambitieuse pour marquer des points dans ce match. C'est ici le vrai pouvoir, c'est ici qu'on peut vraiment changer les choses. En tout cas, en la matière, on a une action tout à fait décisive. Je suis très fier de ce rôle de commissaire à la fiscalité, très fier de ce combat pour la transparence fiscale. Je serai encore plus fier quand tout cela sera abouti. Pierre Moscovici, heureux, épanoui dans ses nouvelles fonctions. Pourtant, il y a 1 an et demi, sa nomination avait été très critiquée. Lui, l'ancien ministre de l'économie d'un pays en déficit, devenu gardien de l'orthodoxie budgétaire. Un braconnier devenu garde-chasse, dira une eurodéputée. Comment faites-vous pour imposer des règles que vous n'avez vous-même pas respectées quand vous étiez ministre? Totalement faux. Si je ne les avais pas respectées, je ne serais pas là. On les a respectées. La France n'a pas respecté les règles du pacte de stabilité. Si, les règles sont assez compliquées. On a eu des délais parce que justement on respectait les règles. Mais je ne vais pas entrer dans trop de détails de cette nature. Mais la France n'a jamais manqué aux règles. Elle n'a pas été championne de la réduction des déficits. C'est un peu différent. C'est pas parfait. L'art de la nuance. Mais n'en déplaise à Pierre Moscovici, ils sont nombreux à l'attendre au tournant. Parmi eux, ses propres collègues, comme le très conservateur commissaire allemand, Günther Oettinger. Pierre Moscovici est français, il est socialiste. À vos yeux, est-il vraiment assez strict quant au respect du pacte de stabilité ? Vous savez, nous avons construit une relation constructive ensemble. Et j'ajoute que lorsque les Français et les Allemands travaillent ensemble, c'est bon pour toutes les institutions européennes. Strict enough for him, never. But we always find a good consensus. Bonne journée. En langage bruxellois, cela veut dire attention, sujet délicat. Alors français, européens, français, quelles sont ses priorités? Si j'étais le défenseur pur et simple des intérêts français, j'aurais aucune crédibilité, notamment sur les sujets budgétaires. Et donc, très clairement, mon premier réflexe doit être européen. Mais je ne vois pas de contradiction entre être européen et être français. Et d'ailleurs, je continue d'avoir des relations très fréquentes avec les autorités françaises. Par exemple, je vois le président de la République tous les mois. Et c'est très important pour qu'il me passe des messages. Voilà ce que pense la France, mais pour que je lui passe des messages. Voilà ce qu'il faut faire pour la France en Europe. Voilà la solution, durcir le ton, même avec son ancien patron. Car Pierre Moscovici a beau avoir quitté Paris, il parle toujours à l'oreille du président. Et quand on lui demande si la politique française lui manque, il répond... Ça ne me manque pas puisque je fais encore la politique, non ? Surtout, ne pas se faire oublier. À la fin de son mandat en novembre 2019, Pierre Moscovici aura 62 ans. Bon, on remonte avec nous alors. Certainement pas l'âge de prendre sa retraite, dit-il.
Bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir. Pour vous interroger ce soir à mes côtés, des témoins et des experts. Je vous présente Véronique Lefocq, vous êtes éleveuse de bovins près de Quimper, c'est dans le Finistère, et vous nous direz si pour vous l'Europe est une chance ou si c'est un boulet. Amine Trouvé-Bagdouche, vous êtes chef de mission pour Médecins du Monde et vous êtes confronté chaque jour, vous, à la crise des réfugiés sur le terrain à Calais et à Grande-Synthe. Nicolas Barré, vous êtes le directeur de la rédaction des Échos, notre partenaire dans cette émission, et vous reviendrez, vous, sur la règle des 3%. Enfin, Jean Garrigue, vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous êtes également spécialiste d'histoire politique et vous adresserez aux socialistes, que vous êtes toujours, Pierre Moscovici, j'imagine, en vous demandant si le divorce n'est pas consommé entre les de gauche. Franchement, Pierre Moscovici, après la semaine qu'on vient de passer, après les mois qu'on vient de se passer, la question est claire. L'Europe à 28, c'est fini? Sûrement pas, car c'est vrai que nous sommes dans une crise qui est multiforme. C'est ce que Jean-Claude Juncker appelle une polycrise. Il y a la crise des réfugiés, il y a la menace du Brexit, il y a la crise grecque qui continue, même si on est quand même en train d'en sortir. Il y a la crise économique qui continue à nous marquer. Ça fait beaucoup. Il y a la crise des réfugiés. Et tout ça, ça fait en effet beaucoup. Mais ce que je ferai observer, c'est qu'il s'agit là à chaque fois de problèmes qui sont européens, de problèmes qui sont internationaux. Et l'idée qu'on pourrait trouver à ces crises des réponses qui sont nationales est une erreur et un mensonge. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse européenne. En vérité, la réponse ne peut être qu'européenne. Donc, vous me demandiez tout à l'heure si j'entendais monter la colère des peuples. Oui, je suis un Européen lucide. Je vois les difficultés de l'Europe. Mais en même temps, dans ce moment-là, c'est le temps d'aller de l'avant. Moi, je dis aux pro-européens, ne vous laissez pas avoir, ne soyez pas sinistres, ne soyez pas timides, ne soyez pas effacés. Parlez haut, parlez fort, faites des propositions. Et c'est ce que fait la Commission. On aura l'occasion d'en reparler sur les différents sujets. Par exemple, sur les réfugiés, la Commission européenne est en train de proposer un plan global qui est à la fois là pour protéger, car la sécurité est décisive, pour intégrer, parce qu'il y a des réfugiés qui vont rester chez nous, pour porter secours, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent. Bon, tout va bien. Non, je ne dis pas ça du tout. Si, vous dites la Commission agit, la Commission fait des propositions, je vous fais une liste. Ne faisons pas de caricature. Ça, j'y insiste beaucoup, pour vous comme pour moi. Non, tout ne va pas bien. Mais l'idée que l'Europe est en train de mourir est une idée... Alors elle est dans quel moment de son histoire, l'Europe? Elle est face à un défi existentiel comme elle n'en a jamais connu, et au moment où elle est en train d'élaborer des réponses globales à ces défis. C'est quoi un défi existentiel? Ça veut dire qu'en effet, si cette polycrise n'est pas jugulée, la montée des euroscepticismes, la montée des nationalismes, la montée des populismes menace l'existence de l'Europe telle que nous la connaissons. Il y a une menace aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a une menace, mais cette menace, elle n'est pas une certitude, et surtout, nous ne devons pas l'accepter, nous ne devons pas l'intégrer, nous devons la combattre. Je n'accepte pas ça, non pas parce que je suis croyant dans je ne sais quelle idée européenne. Eurobéa Non, ça c'est pas mon cas, puisque je suis en train de vous dire que je suis lucide et que je connais les crises, mais parce que je sais que si l'Europe se défait, si nous revenons chacun pour soi, si nous revenons dans nos identités nationales seuls, car nous devons respecter les identités nationales, mais nous devons en même temps être capables de les dépasser pour des réponses communes, je sais que si nous faisons ça, à ce moment-là, ce n'est pas seulement l'Europe qui est morte, c'est chacun de nos pays qui sera affaibli. L'Europe nous a tant apporté, et l'Europe est encore une fois la seule dimension de réponse pour les crises d'aujourd'hui. La seule. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut... Vous êtes convaincant. En même temps, vous avez forcément entendu ce qu'a dit Manuel Valls. Il est Premier ministre de la France. On sait qu'il y avait quelque chose qui marchait en Europe, c'était le couple franco-allemand. On disait que quand ça fonctionnait, en gros, on était tiré d'affaire. Manuel Valls, il va à Berlin. Et il va critiquer à Berlin la politique migratoire d'Angela Merkel chez elle. Est-ce que vous imaginez, par exemple, un ministre allemand fait la même chose à Paris? Est-ce que ça ne traduit pas, au fond, cette crise majeure qu'on est en train de traverser, y compris au sein du couple franco-allemand? À quoi il joue Manuel Valls? J'en sais rien, c'est pas quelque chose qui me passionne. Encore une fois, je ne suis plus un acteur de la politique nationale au quotidien. J'imagine qu'il y a aussi là-dedans des pensées ou des conceptions. Et je sais que Manuel Valls est un homme qui est très attaché à l'identité nationale, précisément. Mais en même temps, je crois que nous devons respecter profondément et toujours ce que fait notre partenaire allemand. Nous devons être conscients que certes, nous avons des problèmes. On va parler de Calais tout à l'heure, mais Calais est un problème considérable, mais c'est quelques milliers de personnes dans un endroit. Il y a plusieurs Calais
par jour en Allemagne. L'Allemagne était confrontée à l'arrivée de plus d'1 million de réfugiés au cours de l'année dernière. Et 1 million, on n'est pas en train de parler de 30 000, on n'est pas en train de parler de 200 personnes qu'on accepte en relocalisation. Et donc je pense que Mme Merkel, qui a ses difficultés, elle mérite notre respect et elle mérite notre soutien. Il lui a manqué de respect, à votre avis, le Premier ministre français? Ce n'est pas à moi de commenter cela. Je dirais que pour ma part, car je m'exprime pour moi, et je m'exprime pour la Commission européenne. Vous exprimez pour vous. Ça vous a choqué alors en tant qu'ancien ministre mais ça, c'est une membre d'un gouvernement. Vous allez me demander si je suis choqué, pas choqué, c'est une notion psychologique. Est-ce que... Bon, je m'exprime pour moi, et je vous dis que Mme Merkel mérite le respect, et que s'agissant de la relation franco-allemande, elle est tellement centrale, et elle est aussi parfois tellement fragile, qu'elle doit être, elle aussi, à chaque instant, respectée. Et le président de la République a supporté cela dans le Conseil européen, puisque vous avez vu qu'on a aussi beaucoup parlé des migrants. Et cette solidarité, elle est décisive. On ne doit pas la fragiliser. C'est dit. Et nous y reviendrons sur la question des migrants avec le cas particulier de Calais et de Grande-Synthe. Mais d'abord, l'Europe a une nouvelle fois cédé aux exigences de Londres. David Cameron est rentré, donc chez lui, à Londres, avec un accord qui lui permet de lancer la bataille du Brexit, comme on dit, avec un vote prévu le 23 juin. Alors naturellement, l'Europe retient son souffle et en Grande-Bretagne, la campagne est déjà lancée. Romain Becker et Dominique Lemarchand. À 2 pas du Parlement et du 10 Downing Street, le centre Elisabeth II. Pour leur premier grand meeting de campagne, les partisans du Brexit se sont installés au cœur politique de Londres. Dans la salle, un mot d'ordre, go, partir, et 2000 personnes de tous bords politiques en colère contre l'Union européenne. Elle est corrompue, elle n'a pas validé ses comptes depuis plus de 20 ans. C'est une monstruosité. C'est exaspérant. Ça me laisse sans voix. Je veux que mon pays décide lui-même de son futur et de ceux qui nous gouvernent. Et ne pas être dirigé par des étrangers que nous n'avons même pas élus. La star de la soirée, c'est lui, Nigel Farage, chef de file de la droite populiste et du mouvement europhobe britannique. Son parti, le UKIP, réussit ces dernières années une percée électorale en dénonçant la perte de souveraineté du Royaume-Uni. Pour Nigel Farage, l'Europe est un marché et rien d'autre. L'Europe aujourd'hui, ce n'est plus simplement du commerce, c'est de la politique. C'est pour ça qu'il y a un drapeau, un hymne, une police. Ils veulent même une armée. Cela devient une union politique. Et avec ce référendum, j'espère que nous allons voter pour divorcer à l'amiable et remplacer cela par un accord de libre-échange. Là, nous serons de bons Européens. Mais le mouvement pro-Brexit dépasse largement la droite populiste. À la tribune, des élus travaillistes et surtout conservateurs. L'accord arraché à Bruxelles par David Cameron suscite de violentes critiques dans son propre parti. C'est une tentative pour faire croire aux gens que quelque chose se passe. C'est ça, la trahison. C'est pour cela que je suis si déterminé pendant toute cette campagne à me battre encore et encore pour votre avenir, votre intérêt et notre grand pays. Un combat qui durera jusqu'au 23 juin, date du référendum. Dans les derniers sondages, pro et anti-Europe sont quasiment à égalité. Alors je rappelle que vous pouvez interpeller Pierre Moscovici au 41 555 par SMS ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique. Et une première question. Pourquoi seuls les Britanniques seraient-ils consultés pour rester dans l'Europe et pas les autres peuples ? Parce que le Premier ministre britannique l'a souhaité et pas d'autre. Par ailleurs, c'est quand même pas si simple que ça, car il faut une question. L'idée d'un départ est une idée juridiquement plus que complexe. Mais vous voyez bien le sens de cette question. Je le vois bien. Je vois bien que s'il y avait demain un non, oui. C'est plutôt l'idée que la Grande-Bretagne quitte le Royaume-Uni. À ce moment-là, la dynamique historique qui a été celle de l'Europe s'inverserait. Jusqu'à maintenant, nous avons toujours grandi en agglomérant, en agrégeant, en incorporant de nouveaux pays. Nous étions 6 au départ, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15. Puis aujourd'hui, nous sommes 28. Jamais personne n'a quitté l'Union européenne. Et au contraire, l'Union européenne n'a cessé d'attirer. D'ailleurs, il y a encore des pays candidats à l'Union européenne. Je citerai par exemple la Macédoine, la Serbie ou encore la Turquie. Donc c'est vrai que
un départ du Royaume-Uni, ce serait un signe de défaisance et de défiance, et que cette question qu'on nous pose aujourd'hui, elle se poserait sans aucun doute avec acuité pour d'autres. Même si, on le sait, depuis le départ, la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est très particulière. Faut-il rappeler que le Royaume-Uni n'est pas partie des accords de Schengen, que le Royaume-Uni n'est pas partie de la zone euro, que le Royaume-Uni, depuis le début, vous vous souvenez de Mme Thatcher disant « I want my money back », demande des retours budgétaires particuliers, et qu'il y a toujours eu cette spécificité. Et justement, il y a sans doute des gens qui vous regardent et qui se souviennent même de la phrase de Churchill qui disait « Entre l'Europe et le grand large, nous serons toujours pour le grand large ». Pourquoi, à un moment donné, l'Europe se plie aux caprices, je vais dire, de la Grande-Bretagne avec un statut particulier? Pourquoi vous leur dites pas, bon, eh bien, très bien, allons-y? Puisque vous êtes sur Churchill, souvenons-nous aussi qu'il est allé à un congrès fédéraliste, qu'il était pour les États-Unis d'Europe, et souvenons-nous aussi que sa phrase s'appliquait à la relation particulière qui existait entre les États-Unis et le Royaume-Uni, alors qu'aujourd'hui, les choses sont tout de même beaucoup plus compliquées que cela. Pourquoi se plier aux exigences de la Grande-Bretagne? On ne s'est pas plié aux exigences, puisque vous parlez de ce Conseil européen. Pour moi, c'est un accord équilibré et qui, en gros, est gagnant-gagnant. Il comporte 3 parties. La première, c'est celle de savoir comment on peut ménager les intérêts financiers des pays qui sont dans la zone euro, hors de la zone euro, tout en permettant aux pays qui sont dans la zone euro de continuer à aller de l'avant. C'est assez légitime dans les 2 cas. Que la City souhaite préserver son statut, sa spécificité, l'accord le permet. Mais en même temps, il est dit qu'il est tout aussi permis aux pays qui veulent approfondir la zone euro d'aller de l'avant. Donc ça, c'est un aspect qui, je le crois, est tout à fait positif. Deuxièmement, la Grande-Bretagne ne voulait pas de ce qu'on appelle une union sans arrêt approfondie. Quelle surprise, quel scoop. On le savait, mais en même temps, l'accord permet aux autres de coopérer entre eux. Par exemple, en matière de sécurité. Imaginez les attentats, qu'on décide d'une coopération dans laquelle la Grande-Bretagne Je vous attends sur le 3e point. Et le 3e point, c'est les allocations familiales, où on a mis en place un système qui permet de caler les allocations familiales sur le pays d'origine, ce qui, d'ailleurs, est une demande qui était faite non seulement par la Grande-Bretagne, mais par beaucoup d'autres, une forme de clarification. Donc, au final, je vois sans doute ce que David Cameron a gagné pour permettre de s'adresser aux Britanniques en leur disant « restez », mais je vois aussi que nous n'avons pas perdu, nous qui ne sommes pas britanniques et qui sommes On l'a entendu européens. dans le reportage, Pierre Moscovici, pour les Anglais, l'Europe, c'est un grand marché, c'est pas un grand dessin. Et ça, ce n'est pas totalement nouveau, mais en même temps, nous sommes un marché et nous sommes plus que cela. Et c'est cette union historique qui fait l'Europe telle qu'elle est, avec la Grande-Bretagne toujours dans ce rôle spécifique. Et il sera, si le référendum dit qu'il reste, de plus en plus spécifique. Mais je voudrais quand même faire un petit commentaire sur le reportage. Car on voit quand même que dans ces campagnes, c'est toujours beaucoup plus facile de faire campagne pour le non que pour le oui. Car le paquet de mensonges qu'on a entendu en 2 minutes, du genre l'Europe n'a jamais validé ses comptes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va avoir une armée européenne. Si seulement, c'est un super État, mais encore. Et M. Farage, qui est le type même du politicien populiste, raciste, anti-immigré, il est là à parader alors qu'il n'a pas été capable de se faire élire au Parlement britannique. Donc moi, j'ai quand même tendance à penser, c'est pas nous qui allons faire la campagne, c'est M. Cameron. Vous le ferez pas? Et il faut surtout pas. Je pense que dans une campagne comme celle-là, ce qu'on n'aime pas, c'est que ce soit des gens qui viennent de l'extérieur vous expliquer ce que vous devez faire. Ça n'a pas marché, par exemple, dans la campagne référendaire en France en 2005. Donc, la Commission européenne restera d'une très grande prudence. Mais vous dites pour vous, oui, mais par exemple, François Hollande, Manuel Valls, est-ce que c'est des voix qu'il faut entendre dans une campagne aussi importante que celle-ci? Ils diront qu'ils sont favorables à l'accord, comme je dis, moi, que c'est un bon accord, mais il me semble qu'il n'est pas prudent, dans ce genre de contexte, d'aller faire campagne en essayant d'imposer de l'extérieur à un peuple souverain le vote qui doit être le sien. C'est dangereux, les référendums, Pierre Moscovici. C'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Vous le savez. Sur l'Europe surtout. Sur l'Europe surtout. On a appris cet après-midi que le très médiatique maire de Londres, Boris Johnson, avait plutôt décidé de faire campagne en faveur du Brexit. C'est un ralliement de poids. Est-ce que le rapport de force, qui est pour l'instant assez équilibré selon les sondages, est-ce que ça vous inquiète? Le rapport de force n'est pas équilibré car depuis l'accord, c'est-à-dire depuis 2 jours, le Remain, c'est-à-dire rester, a gagné 12 points et le Leave, partir, en a perdu 12. Donc on est plutôt dans du 60-40. Cela dit, c'est le début de la campagne. 60-40, c'est pas très significatif. Sans doute le renfort de Boris Johnson, qui moi ne me surprend pas, parce qu'il correspond aussi à une logique politique au sein du Parti conservateur, est-il un appui pour le Leave, certains. Mais ça va pas être simple pour M. Johnson de se retrouver à côté de M. Farage, quelques autres clowns et populistes de la même ampleur. Et je crains
que M. Johnson risque d'y écorner une partie de son image. Il est tout de même maire de Londres. Il est plus sérieux que les ozos qu'on a vus là. Est-ce que l'Europe résisterait à une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? J'ai appris quelque chose au cours d'une vie politique déjà longue et je l'apprends encore plus en étant maintenant à Bruxelles. Il ne faut jamais être le what if guy, c'est-à-dire et si. Il ne faut jamais avoir de plan. Ah si, à votre place, si. Il faut préparer les choses, non? Jamais, Caroline Roux. Ah bon? Vous m'évoquiez tout à l'heure le référendum sur, en 2005 sur le traité constitutionnel européen. Le jour où on a commencé à parler d'un plan B, Jacques Delors l'avait fait avec une bonne intention. Laurent Fabius l'avait fait avec une intention qui était un peu différente. Le jour où on parle du plan B, c'est qu'on ne croit plus à son plan A. Et moi, je n'ai qu'un plan. C'est un royaume uni dans une Europe unie. Donc, il ne nous appartient en rien de faire des scénarios catastrophes. Le scénario catastrophe, non. Mais vous m'inquiétez terriblement. Ça veut dire que l'Europe ne se prépare pas aujourd'hui. Vous êtes commissaire européen aux affaires économiques. On n'est pas en train de modéliser une sortie du Royaume-Uni de la zone euro, surtout de l'Europe. Parce que pour nous, il n'y a qu'un scénario. C'est celui qui a été validé par le Conseil européen. C'est-à-dire qu'il y ait un Royaume-Uni qui reste dans l'Europe unie. On sait toujours faire face aux crises. L'Europe s'est toujours construite comme ça. Donc, honnêtement, il faut être tous concentrés sur un seul objectif. Ce que la Commission souhaite depuis le début, et Jean-Claude Juncker s'est investi personnellement énormément dans cette négociation aux côtés de Donald Tusk, le président du Conseil européen, c'était qu'il y ait un accord. Et ce qu'il souhaite fondamentalement, c'est que cet accord soit validé par les Britanniques. Donc, non, non et non. Pas de plan B. Certains l'ont fait à votre place et font des calculs et disent attention, une sortie du Royaume-Uni de l'Europe, ce serait une baisse de 0,3 points de PIB. Ça vous paraît des chiffres crédibles? Ce que je sais, c'est que si on a fait cet accord, c'est parce qu'on est persuadé que le fait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne est bénéfique à la fois au Royaume-Uni et à l'Union européenne, et qu'on est aussi convaincu que s'il partait, ça aurait un coût. Mais vous savez, quand vous parliez de l'Europe peut-elle survivre au Royaume-Uni, vous ne parliez pas de ça. Parce que vous ne parliez pas de 0,3 points de PIB, vous parliez de bien d'autres choses. Du projet européen. Vous parliez du projet européen. Le projet européen, par définition, ça n'est pas le grand marché, c'est aussi autre chose. Dans le JDD aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault évoque une Europe à 2 vitesses, au fond. C'est ça la solution? Si l'Europe à 2 vitesses, c'est que les pays qui ont l'euro en commun continue de s'intégrer davantage, ce que permet l'accord du Conseil européen, ma réponse est oui. Si l'Europe à 2 vitesses, c'est autre chose, je ne vois pas trop. Car je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qui existe. Ce qui existe, ce sont ces 19 pays qui ont en commun l'euro, qui ont fondé une union bancaire, qui se sont dotés d'outils pour protéger leur système économique, et qui ont cette monnaie, qui ont une banque centrale, et qui doivent demain construire une union plus forte entre eux, avec une gouvernance plus démocratique, avec un ministre des Finances de la zone euro, avec un budget de la zone euro, par exemple pour lutter contre le chômage, ou bien pour investir, avec un trésor de la zone euro, avec une capacité d'emprunt de la zone euro. Ça, pour moi, c'est l'avenir. C'est ça l'Europe à 2 vitesses. Mais l'Europe à 2 vitesses, ça ne peut pas être le retour aux fondateurs, ça ne peut pas être quelques pays qui décident entre eux d'aller de l'avant. Dans un championnat de foot, les 3 derniers descendent, les 3 premiers montent. Ça s'appelle un championnat à 2 divisions. Il n'y a pas 2 divisions en Europe, nous sommes égaux. Alors, Véronique Le Floch, on va rentrer dans le concret, dans le dur, j'ai envie de dire. Vous êtes éleveuse de bovins près de Quimper, dans le Finistère. Vous avez 3 enfants. Ça fait bien longtemps que vous n'avez pas pris de vacances. Ça fait depuis combien de temps que vous n'avez pas pris de vacances? Les dernières vacances remontent à 2000, l'an 2000. Nous sommes allés pour notre voyage de noces. Donc il n'y avait que mon conjoint et moi-même. Et vos enfants non plus partent en vacances, puisque là on est en période de vacances scolaires? Alors nos enfants n'ont jamais été en vacances avec nous, ou nous n'avons jamais été en vacances en famille. Et ça c'est rude. Eh bien disons qu'ils l'acceptent, ils font avec, qu'ils n'ont pas forcément la même vie que les enfants qui ont leurs parents salariés ou même d'autres chefs d'entreprise. Alors, vous allez nous dire pour vous si l'Europe, c'est une chance ou si c'est un boulet, on va dire, et si ça vous plombe au quotidien. D'abord, Marie-Laurent et Maxime Liogier sont allés avec vous sur votre exploitation. À la ferme Le Floch, au fin fond du Finistère. Allez, là, on y va. Les grasses matinées le week-end ressemblent à ça. Allez, cocotte. 75 vaches laitières à traire, 600 000 litres de lait par an et des dettes à n'en plus finir. Deuxième opération. 200 € de perte chaque jour pour un travail harassant. Alors vous voyez ça fait 2,3 kg. 2,3 kg par 75 vaches, par 2 fois par jour, par 365 jours de l'année. Non, non merci. Sonné par la fin des quotas laitiers européens et par la chute de la demande mondiale,
Les éleveurs français souffrent aujourd'hui d'une nouvelle angoisse. Le traité de libre-échange transatlantique qui entraînerait des importations massives des États-Unis. Suivant les textes et tous les rapports, c'est 239% exactement d'exportation en plus. Mais de l'autre sens, c'est plus 2090%. Sachant que déjà en Europe, on a trop de lait. Nous qui avons investi, mais demain, c'est fini. Comme un coup près qui s'abattrait sur un monde agricole à bout de nerfs. Tu viens m'aider à traire les vaches ? Bonjour Véronique. Véronique produit aussi de la viande, mais sait déjà que le consommateur choisira le bœuf américain, venu de fermes-usines moins chères, mais bourré d'OGM et d'antibiotiques. Je veux bien que ça vienne dans nos étals, mais qu'on écrive en grand US, décontaminé à l'acide lactique, faites votre choix. Ma question est la suivante. On est déjà dans une situation financière très très difficile et on le démontre tous les jours. Alors est-ce qu'avec l'accord transatlantique qui pourrait être signé, l'Europe ne fait pas le choix de sacrifier toute l'agriculture française et européenne? Pierre Moscovici, votre réponse? Bon, d'abord, je veux dire, et c'est pas la flagornerie, j'ai été élu pendant très longtemps, élu local, parlementaire, l'admiration que j'ai pour les agriculteurs, les agricultrices encore plus, et puis le respect que tout le monde a pour le monde agricole. C'est très important. C'est très important pour n'importe quel homme politique en France, et c'est très important pour l'Europe. À telle enseigne qu'il faut savoir tout de même que 40% du budget de l'Union européenne aujourd'hui est consacré à ce qu'on appelle la politique agricole commune, 40%, alors que l'agriculture représente 2,5% de la population active. C'est historique, mais si la question est est-ce que c'est un boulet ou une chance, c'est quand même historiquement un soutien très fort, même si je sais que les choses sont devenues plus difficiles et j'imagine qu'on va en parler. Deuxième chose sur le traité transatlantique, je veux rassurer, car ce traité, aujourd'hui, vous en parlez en donnant des chiffres, il n'existe pas. Ce traité, tout simplement. C'est un traité qui est en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est ma collègue Cecilia Malmström, la commissaire au commerce extérieur, qui le négocie avec M. Froman, qui est le négociateur américain. Et on a une année présidentielle aux États-Unis. Il reste peu de temps sous la présidence Obama. Va-t-on y arriver? Je n'en sais rien. Ce que vous voulez lui expliquer, c'est que c'est pas fait, donc tout va bien. Non, je ne lui dis pas ça. Je lui dis que l'Union européenne ne peut accepter un tel traité que s'il a été bien négocié, c'est-à-dire que s'il est équilibré, au moins, notamment sur le plan agricole. Il est hors de question qu'il y ait un traité transatlantique dans lequel les normes sanitaires soient atteintes, dans lequel les marchés publics soient déséquilibrés, dans lequel l'emploi soit menacé, ou dans lequel l'agriculture serait mise en danger. Nous n'acceptons pas, les Européens, et nous n'avons jamais accepté l'idée que notre agriculture serait protectionniste. S'il s'agit d'entrer plus facilement sur un marché américain qui est très protégé, c'est possible. S'il s'agit de nous fragiliser, nous ne l'accepterons pas. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, j'en termine là-dessus, il y a un garde-fou qui est que ce traité, un traité, il faut savoir ce que c'est, il suppose d'abord d'être négocié, puis ensuite d'être signé, puis ensuite d'être ratifié par chacun des États membres. Oui, on sait que ça peut prendre du temps. Non seulement ça peut prendre du temps, mais il suffit qu'un État membre, par exemple la France, ne le souhaite pas pour que ça n'entre jamais en vigueur. Donc je dis, d'une part, oui, ça n'est pas fait, et d'autre part, ça ne peut se faire que si c'est favorable à notre agriculture. C'est hors de question. Est-ce que vous savez combien vous touchez de l'Europe? Alors justement, il a dit que le budget PAC, sur le budget PAC, de politique agricole commune pour l'Europe, c'était 40%. J'aimerais quand même savoir, sur 100 € que touche un producteur français, sur 100 € de budget versé par l'Union européenne, combien reviennent à l'agriculteur? Je ne suis pas le commissaire à l'agriculture, je ne peux pas répondre à ça. Ce que je sais. Ce que vous voulez laisser entendre, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui vous arrive dans la poche, c'est ça que vous dire? Disons qu'on n'a aucune traçabilité. On nous dit qu'on coûte cher. Il y a des façons, en fait, de réduire ce budget. Nous, en tant que... je suis dans un syndicat minoritaire, la coordination rurale. Nous avons fait des propositions. Nous avons proposé un 5e scénario donc en 2013, lequel prévoyait quand même un allègement du coût de la politique agricole commune. Alors, je ne vais pas vous laisser, pardonnez-moi, rentrer là-dedans. Je vous ai posé une question. Est-ce que vous savez combien vous touchez? Est-ce que ça vous aide? Parce qu'on dit toujours la PAC, franchement, elle est très généreuse avec les agriculteurs français, etc., avec les céréaliers, mais aussi avec les éleveurs. Est-ce que ça vous aide au quotidien, l'Europe, ou pas? Ou est-ce qu'elle vous plombe parce qu'on parle des normes sanitaires, parce qu'il n'y a plus de quotas laitiers, etc. Comment est-ce que vous la vivez, vous, l'Europe?
déjà, en termes financiers, si je ne tiens pas compte de la production de viande bovine que je fais, c'est 60 € les millilitres, donc 6 centimes du litre. Mais il me manque 10 centimes du litre. Et on sait qu'en termes de moyenne, le revenu moyen des producteurs, toute production confondue, le revenu est constitué à 84% d'aide de la politique agricole commune. Donc sans aide de la PAC, il n'y a plus d'agriculture. Ceci dit, s'il y avait des prix, il faut faire en sorte qu'on puisse se passer de cet argent que bientôt l'Europe n'a plus. Ça veut dire quoi s'il y avait des prix? Vous avez peut-être compris cette phrase-là, vous, Pierre Moscovici. Je pense que ce que vous dites est très objectif. C'est-à-dire qu'en effet, le budget de la PAC, c'est 58 milliards d'euros. C'est en effet 84% du revenu d'un agriculteur comme vous, d'une agricultrice comme vous. C'est donc dire qu'en effet, c'est un soutien. Mais en même temps, vous soulignez ce qui ne va pas, c'est-à-dire ce qui manque. Et je pense qu'en effet, nous devons faire en sorte que cette PAC soit réorientée de manière à ce que dans la filière agroalimentaire, ce soit le producteur qui soit favorisé et non pas le distributeur. Et de ce point de vue-là, il faut que chacun des acteurs joue son rôle. Je parle des acteurs publics. Il faut que la Commission le fasse, et je sais que mon collègue Phil Hogan, le commissaire irlandais, est prêt à le faire. Dans 8 jours, il y a le salon de l'agriculture. C'est un moment de dialogue privilégié. M. Hogan rencontrera le président de la République, il rencontrera le Premier ministre, il rencontrera Stéphane Le Foll, qu'il voit très souvent, et il aura l'occasion de discuter, il me l'a dit, avec les organisations représentatives, je précise toutes, donc y compris aussi la vôtre. Et ça, c'est vrai que nous, à l'échelle de la Commission européenne, nous sommes conscients de notre responsabilité à l'égard des agriculteurs. Mais vous avez compris pourquoi ça ne marchait pas, Pierre Moscovici. Ça fait des mois qu'on parle de la colère des agriculteurs. Il y en a combien? Les suicides des agriculteurs, c'est quoi? Vous connaissez sans doute les chiffres mieux que moi, mais c'est... Alors, c'est déjà la 3e cause de décès chez les agriculteurs, c'est le suicide. Il y en a plus de 1 par jour. Donc il y a des fonds. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fonds. La PAC donne beaucoup et ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une responsabilité nationale. C'est-à-dire que le travail sur la chaîne agroalimentaire n'est pas que notre apanage, parce que nous donnons des fonds, mais il y a encore un ministre de l'Agriculture, il y a encore des aspects nationaux là-dedans, et donc il faut que les pouvoirs publics se rencontrent et rencontrent aussi les agriculteurs. Mais vous savez, prétendre que nous serions ultra-libéraux ou que nous serions insensibles à cela n'est pas exact. Je vais donner encore un chiffre, pardonnez-moi. En octobre 2015, nous avons débloqué pour faire face à la crise 500 millions d'euros, dont 63 millions d'euros sont allés à la France. Nous avons autorisé aussi le gouvernement français à prendre un certain nombre de mesures. Et il y a eu, vous le savez, la semaine dernière, un conseil des ministres de l'Agriculture, où les choses, je crois, contrairement à ce qu'on a pu dire, ont avancé. Elles n'ont pas débouché, mais elles ont avancé. Il y en aura un autre en mars. Et c'est pour cela que j'appelle vraiment à ce que le dialogue soit le mot d'ordre entre l'Europe et les agriculteurs, non pas la confrontation, parce que nous ne pouvons trouver de solution qu'ensemble. Ça vous fait sourire quand vous entendez ça, hein, parce que vous avez plutôt envie de la confrontation, non? Disons qu'on est déjà, on est une Europe, on est tous les producteurs d'Europe, pour le lait que je connais davantage, on est sur des coûts de production plus ou moins identiques, hein. On est tous confrontés au même problème. On veut une régulation de la production à l'échelle européenne, pas uniquement pour le lait, pour toutes les productions. On veut davantage de préférences communautaires. Si l'accord avec les USA était signé et qu'on supprime les droits de douane, beaucoup de chiffres nous donnent des exportations qui vont augmenter d'un sens comme de l'autre, sauf que quand on additionne les totaux, on fait les totaux de chacune des deux filières. Il n'y a que 2 filières au niveau de l'Europe, les boissons et les huiles, qui sont bénéficiaires. Ça veut dire que nous, en termes de produits laitiers, déjà la consommation en Europe qui n'augmente plus, on se fait inonder de produits, mais du lait produit avec... Enfin, il y a déjà une distorsion. Vous êtes endetté aujourd'hui? Avec plus de 10 000 euros de prêts à rembourser chaque mois, quand vous avez à peine 15 000 euros de paye de lait, vous payez. Et pourquoi vous vous êtes endetté? Disons que c'est une évolution naturelle, normale. Et aujourd'hui, si les jeunes sont dans la rue, on n'a rien à leur reprocher. J'étais banquière avant. Dans les années 90, pour héberger et tout l'équipement de traite, une vache, il fallait compter 1 500 euros. 10 ans après, on était, année 2000, à 2 000 euros. On est aujourd'hui, pour le même projet, entre 6 800 et 10 000 euros. Et on est avec un prix du litre de lait qui est le même qu'il y a 30 ans. Vous avez dû investir pour vous
j'allais dire, vous collez aux normes européennes, aux normes sanitaires aussi, parce que ça, c'est une colère qui s'exprime de la part des agriculteurs, de dire on est, je veux dire, comment dire, cloisonné par des normes sanitaires extrêmement lourdes imposées par Bruxelles. Ça, vous dites quoi? Alors, il y a des normes et au niveau européen, elles ne sont pas toutes appliquées de la même façon dans chacun des États membres. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, ça, Pierre Moscovici. Ça, je pense que nous vivons aussi à une époque où on ne peut pas transiger avec la santé, on ne peut pas transiger avec les exigences en la matière et les agriculteurs ne le souhaitent pas. Et donc, ne jouons pas avec ça. L'Europe n'est pas une productrice de normes par plaisir, mais elle prend en compte l'exigence du développement durable. Vous dites que vous appartenez à un syndicat que je connais, la coordination rurale, qui a toujours souhaité qu'il y ait un développement d'une agriculture durable, d'un deuxième pilier qualitatif de l'agriculture. C'est aussi ce que souhaite la Commission européenne. Donc sur les normes, c'est vrai ça? Bien sûr. C'est vraiment votre modèle de développement d'une agriculture qui laisse de la place à des structures familiales comme celle-ci? Mais c'est tout à fait essentiel. Mais encore une fois, il faut aussi tenir compte des spécificités de l'agriculture française. Parce que vous disiez, tous les producteurs de lait sont dans la même situation, mais il n'y a pas non plus les mêmes difficultés partout, car il y a des problèmes de structure que vous connaissez, qui doivent être également abordés. Donc, moi j'ai envie de dire, ce dialogue, c'est pas une plaisanterie. Je vous redis que le traité transatlantique, auquel je suis favorable, parce que mon sentiment, c'est que le marché américain, aujourd'hui, est plus fermé que le marché français ou européen, et que nous avons plus à gagner. Mais j'y suis favorable par principe. Je vous promets ici, et je ne parle pas pour moi, je parle pour la Commission européenne et je parle aussi éclairé de ce que sont les autres États membres, qu'il n'y aura pas de traité transatlantique qui soit défavorable à l'agriculture européenne et française. Et là, vous savez, vous aurez tout loisir, si vous pensez le contraire, d'aller faire toutes les protestations que vous souhaiterez auprès de tous les parlementaires qui auront à ratifier ce traité. Soyez-en tout de même convaincus. Après, dernière chose, je parlais de la visite de Phil Hogan et du dialogue qu'on va avoir. Il faut tenir compte de trois choses. D'abord que la politique agricole commune a changé et on ne va pas revenir en arrière. Deuxièmement, qu'il y a des contraintes budgétaires, que nous avons peu d'argent. Mais troisièmement, oui, il faut mettre l'accent sur le producteur. Ça, j'en suis intimement convaincu. Intimement. Une question pour vous. Vous nous avez dit, j'étais banquière. Quand vous êtes lancé dans une exploitation agricole comme celle-ci, j'imagine que vous aviez fait vos calculs et que vous pensiez que c'était rentable. Pourquoi ça l'est plus? Eh bien, disons qu'il y avait des perspectives. Tous les économistes nous disaient que l'évolution allait dans le bon sens. On voit la pyramide des âges chez les producteurs. Si on prend la production laitière, avec 50% des producteurs laitiers qui vont aller en retraite d'ici moins de 10 ans, sachant que chaque producteur qui part en retraite, pour 4 départs, on a seulement une installation. Donc, normalement, il y avait de la place pour s'installer et pour développer la production. Aujourd'hui, quand on nous dit de réduire nos coûts de production, on ne peut plus. On ne peut plus. Et est-ce que vous avez déjà pensé à vendre, à fermer ? Ben, c'est impossible de vendre. Aujourd'hui, si on vend, le prix qu'on en reçoit ne couvrira pas les dettes. Mais elle n'a pas envie de vendre parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Et justement, et là, il y a un problème parce que Phil Hogan, il dit, les producteurs, ils sont pas... Alors, vous parlez de lui comme si tout le monde le connaissait, Phil Hogan. C'est le commissaire à l'agriculture. Le commissaire à l'agriculture. Je crois l'avoir dit. On l'appelle Phil Hogan, on est comme ça. Allez. Il est très grand, très solide. Très bien. Et il sera avec vous au sein de l'agriculture. Il est irlandais, tout est vert là-bas. Bon. Ils produisent beaucoup, mais il a dit qu'il n'y a pas de problème en agriculture puisque nous continuons à produire. Ben, évidemment, nous continuons à produire, sauf que si cet accord était signé, les conditions de production ne sont pas les mêmes et il faut que tous les consommateurs sachent que dans les résidus des produits qui sont mis en vente, les produits autorisés en pesticides et autres ont des teneurs de 8 à 210 fois supérieures aux nôtres, nous, Européens. Donc, si on veut garder notre modèle de qualité, on ne peut pas... Certains députés eurodéputés ont dit on arrête des discussions concernant l'agriculture. Personne ne veut d'une politique agricole commune qui soit libérale ou ultralibérale. Et personne ne souhaite un mauvais traité transatlantique, je vous l'assure. Il y a une règle que tout le monde connaît ici en Europe, c'est la règle des 3%. Hein, il faut tenir les 3%. Elle vient d'où cette règle? Stéphanie Gillon est allée poser la question. L'objectif est donc bien de passer sous la barre des 3%. Pourquoi est-ce qu'on a retenu 3%? Pourquoi faut-il que la France respecte le plus vite possible ces 3%? C'est pas parce que ce serait une règle tombée du ciel. Du ciel? Pas tout à fait. Mais du bureau de cet ancien haut fonctionnaire, oui. C'était un soir d'été 81, François Mitterrand venait d'arriver au pouvoir. À la direction du budget
nous avons reçu une commande ou une demande de fournir au président une norme simple qui lui permette de faire barrage aux demandes de dépenses budgétaires qui affluaient sur son bureau. Il s'agissait de faire vite et nous avons compris qu'il s'agissait de faire simple. Simple, comme un pourcentage à ne pas dépasser, celui du déficit rapporté au produit intérieur brut cette année-là. Donc ce 3%, c'est le résultat d'une simple division. Qui repose quand même sur un fondement économique ? En l'espèce, non. Le déficit du budget de l'État, il est d'environ 3%. Il ne faut pas qu'il dépasse ce pourcentage appliqué au produit intérieur brut. La demande que nous avons reçue, même émanant de l'Élysée, était une demande presque de routine. C'était le genre de choses qu'à la direction du budget, on avait comme demande, on y répondait. Et puis, en plus, ce type de demande avait généralement une durée de vie assez faible. On savait que 3 mois plus tard, plus personne n'en parlerait et que c'était pas d'une importance cruciale. Une règle théorisée depuis par les économistes de tous bords, adoptée par l'Inde, l'Indonésie, la Chine et surtout reprise par le traité de Maastricht qui en a fait un de ses critères clés pour intégrer la zone euro. Quand le choix de 3% a été fait à Maastricht, en fait, c'était 6 semaines avant le sommet de Maastricht et c'est Jean-Claude Trichet, qui l'a confirmé dans de multiples interviews, qui a proposé ce chiffre sur le simple argument qu'il avait été utilisé en France et qu'il avait au fond très bien servi, que ça n'avait posé aucun problème. Pas l'ombre d'une argumentation économique derrière. Et Trichet dit très volontiers que ce chiffre avait l'avantage d'être simple et d'être compréhensible par tous. Donc c'est un bon chiffre du point de vue de la gestion publique, si on veut. Mais qu'on ne vienne pas essayer de nous faire croire qu'il y a derrière une argumentation économique. C'est faux. C'est faux et ça fait peur. C'est pas tout à fait exact quand même, parce que le chiffre de 3%, il n'existe pas, en tout cas dans les traités, par lui-même et pour lui-même. C'est-à-dire que 3%, c'est en gros le chiffre qui permet que la dette publique cesse d'augmenter. Tellement d'efforts au nom des 3%, Pierre Moscovici. Vous devez en avoir deux, 3% et 60%. 3%, c'est le chiffre du déficit, 60%, c'est le chiffre de la dette, qui a été dépassé amplement, puisque nous sommes, pour la moyenne de l'Union européenne, aujourd'hui à 90%. Or, c'est pas anodin. Moi aussi, j'ai commencé ma vie politique et administrative dans les années 80. En 88, j'étais le conseiller budgétaire de Lionel Jospin, qui à l'époque était ministre de l'Éducation nationale. Et c'est l'année où le budget de l'Éducation nationale est devenu le premier budget de la nation. Aujourd'hui, il n'y a pas de rapport, il est beaucoup plus élevé que le budget de la défense, qui recommence à augmenter. Mais savez-vous quel est le deuxième budget ? Le deuxième budget, c'est le service de la dette. C'est-à-dire ce qu'on consacre au remboursement de la dette. Alors ça a tendance à se contracter un peu parce que les taux d'intérêt sont bas, certes, mais à quoi ça sert ? Vous savez, tout euro qu'on consacre au remboursement de la dette, c'est un euro qui ne sert à rien. C'est un euro en moins pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pour nos services publics, pour l'agriculture, pour la production. Un euro en moins pour l'emploi. Et donc, il faut réduire la dette. Et pour réduire la dette, il faut réduire le déficit. Alors, voilà quel est en tout cas le raisonnement économique qui est derrière. Et le problème, c'est, Pierre Moscovici, que ça ne marche pas. Je vous laisse entre les mains de Nicolas Barré. Oui, parce que si vous reprenez... Ça marche quand même. Si vous reprenez... si vous n'êtes pas que franco-français, convenez que ça marche, puisque aujourd'hui, dans l'Union européenne, nous sommes à 2,2%. Nicolas Barré. D'accord, mais depuis la crise de 2008, disons, on essaye de faire beaucoup d'efforts et on voit que la croissance en Europe ne revient pas, alors qu'elle est quand même nettement plus forte dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis. Si on regarde les chiffres sur les 3 dernières années, ils sont évidents, vous les avez sous les yeux. Donc il y a vraiment un énorme écart entre la zone euro, qui s'accroche effectivement à cette règle de 3%, K1, K1, et puis le reste, beaucoup d'autres économies, et notamment les États-Unis,
qui sont à 2,4% de croissance. Ils sont proches du plein emploi, alors que nous avons plus de 22 millions de chômeurs. Alors, ça fait des années qu'on nous dit effectivement qu'il faut réduire ce déficit. Est-ce que finalement, on ne s'est pas tous trompés? Je suis étonné que le directeur des Échos, que je lis tous les matins, qui appelait le ministre de l'économie et des finances que j'étais hier, qui appelle le commissaire que je suis aujourd'hui, à faire respecter les règles en matière de déficit, tout à coup fasse l'éloge de leur non-respect. Mais indépendamment de cette plaisanterie, je vais quand même vous dire une chose qui est une conviction profonde, que j'ai, non pas comme un braconnier devenu garde-chasse, mais que j'avais comme ministre des Finances et que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est réduire le poids de la dette publique. Comme d'ailleurs il faut réduire demain le poids de la dette privée. Nous crevons en Europe, et c'est ça qui nous a fait mal, du poids des dettes publiques et des dettes privées. Et c'est la raison pour laquelle, oui, bon an, mal an, ces déficits doivent être réduits. Et d'ailleurs, contrairement à ce que s'imaginent certains économistes... Ça sert à quoi de réduire à ce point les déficits dans une conjoncture qui est très difficile déjà? Est-ce que ça n'aboutit pas tout simplement à plomber davantage la croissance? D'abord, les déficits ont été réduits un peu partout en Europe. Il ne reste que 3 pays qui sont au-dessus de 3%. Dont la France. L'Espagne, le Portugal et la France. La moyenne de la zone euro est à 2,2%. Ça devrait être en dessous de 2% en 2017. Donc l'effort a été fait. Et du coup, le poids de la dette est aussi en train de reculer. Résultat de tout ça, quand nous mesurons la contribution de la politique budgétaire, c'est-à-dire des déficits à la croissance, elle a été longtemps récessive parce que pour en rembourser, pour réduire les déficits, on a pesé sur la croissance. Aujourd'hui, c'est légèrement positif. Mais je vais vous donner deux chiffres. Regardez ce que ça donne. Ça donne une croissance ralentie. Alors, prenons quand même... Laissez peut-être Pierre Moscovici, laissez-le aller au bout peut-être pour qu'on aille au bout de la démonstration. Cette semaine, l'OCDE, qui est quand même plutôt, alors là, pour le coup, libéral. Oui. L'OCDE plus maintenant, mais... L'OCDE a lancé un cri d'alarme en disant... Attention, depuis quelque temps, on mène une politique qui est paradoxale, puisque d'un côté, on appuie sur l'accélérateur avec les banques centrales qui mettent de l'argent dans le système pour faire baisser les taux d'intérêt, pour relancer le crédit, etc. Et puis de l'autre côté, effectivement, cette contrainte budgétaire qui reste, qui demeure, avec une exigence de réduire les dépenses, de réduire les déficits. Des pays qui ont accéléré en même temps sur les deux tableaux, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, en revanche, aujourd'hui, ont une croissance nettement supérieure. Donc, est-ce qu'on ne s'est pas un peu trompé de stratégie, encore une fois, depuis la crise de 2008? Je vais vous faire deux remarques, même si je suis conscient du paradoxe que vous maniez. La première, c'est comparer les résultats de l'Allemagne et de la France. L'Allemagne a un déficit quasi nul. Et elle a une croissance autour de 2% et elle est au plein emploi. Nettement supérieure à la France a un déficit de 3,7%. Elle a une croissance prévue pour l'année prochaine de 1,3%, donc inférieure à la zone euro, et elle a 10% de taux de chômage. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire de corrélation absolue entre le niveau du déficit, sa réduction éventuelle ou son augmentation et la croissance. S'il suffisait d'augmenter les déficits pour augmenter la croissance, ça se saurait. Ça n'est pas le cas. Ce qui compte, c'est la qualité, vous plaidez pour ça tous les jours, des réformes structurelles. Tenez par exemple de la réforme du marché du travail. Ce qui compte, c'est la compétitivité de l'économie. Ce qui compte, c'est la flexibilité, la souplesse de l'économie assortie à ces sécurités. Donc ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que là où vous avez raison, et je pense que l'OCDE a raison aussi, et c'est ce que dit la Commission européenne également, et c'est ce que dit aussi le Fonds monétaire international, c'est que si on entrait dans une nouvelle période de menace, à ce moment-là, il faudrait que la... L'OCDE dit qu'on y est. Attendez, il faudrait que la... Le diagnostic de l'OCDE aujourd'hui est extrêmement préoccupant. Mais l'OCDE... Ils annoncent la crise qui arrive. Ils disent si on ne change pas notre stratégie économique, on va dans le mur. Nous avons, donné nos propres prévisions de croissance il y a 2 semaines, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles de l'OCDE, notamment pour la France et pour l'Europe. D'ailleurs, vous aurez remarqué que quand l'OCDE parle de la crise, il parle de la crise mondiale. Lui aussi voit l'Europe un peu comme un isolat, c'est-à-dire un peu protégé de cela, pour des tas de raisons. Disons que nous sommes moins dynamiques que les autres, mais nous sommes aussi moins vulnérables que les autres. Et donc, il ne parlait pas de l'Europe spécialement. Mais il y a une crise mondiale qui guette ou pas? Parce que là, vous inquiétez les gens qui sont en train de vous regarder. On est au-devant d'une crise financière? D'après notre analyse à nous, à la Commission européenne, nous n'avons pas changé nos prévisions de croissance pour 2016 ni pour 2017. Nous voyons qu'il y a des risques, que ces risques sont notamment liés à l'économie chinoise, à la transition de cette économie vers un modèle basé beaucoup sur la production, sur l'industrie, notamment manufacturière,
à un modèle basé sur la consommation ou sur les services. Nous suivons ça de près. Notre scénario central, à nous, la Commission européenne, c'est plutôt qu'on va vers un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que la croissance chinoise va baisser, mais va rester à un niveau suffisamment élevé, notamment en termes de consommation. Alors, deuxième risque, c'est le pétrole. On doit faire attention d'ailleurs à des évolutions symétriques. Si ça baisse trop, c'est l'économie des pays producteurs qui est atteinte, des pays arabes, mais aussi par exemple de pays comme le Canada. Si ça monte, ce sont nos coûts de production qui sont vulnérables. On estime plutôt aujourd'hui que c'est le risque baissier qui existe. Donc il faut être tout à fait vigilant. Mais j'en reviens quand même au fond de l'affaire, parce que là je voulais marquer un point d'accord avec Nicolas Barré. Je pense en effet que la contribution globale de la politique budgétaire à la croissance, ce qui n'est pas la même chose que le niveau des déficits, doit être positive. Ça doit être le cas dans le monde, ça doit être aussi le cas dans l'Union européenne. Et il se trouve que ça commence à être le cas. Et je vais faire une remarque paradoxale qui va peut-être nous amener aussi au sujet suivant plus tard, c'est que ce qui fait que la contribution de la politique budgétaire à la croissance est positive, c'est-à-dire que si aujourd'hui la politique budgétaire soutient la croissance, c'est parce qu'il y a des dépenses qui sont faites pour les réfugiés. Pardonnez-moi, je vais caricaturer un peu. Ça va aller mieux. On entend le président de la République qui nous dit « la reprise, elle est là ». Vous, vu de la Commission, elle est là, la reprise, ou elle n'est pas là? La reprise, elle est là, à un rythme assez modéré pour l'Union européenne, qui est de l'ordre de 1,8%, un rythme plus faible pour la zone euro, autour de 1,6%, et un rythme encore plus faible pour la France. Notre chiffre à nous, c'est 1,3% pour cette année, 1,7% pour l'an prochain, avec une réduction du taux de chômage qui devrait se produire, mais être très lente et très faible. Et très tardive, trop tardive pour le président de la République, peut-être? Lente et faible. Ah, voilà. Ça ne va pas l'arranger. Les chiffres devraient être un tout petit peu meilleurs en 2016 et la vraie réduction du chômage, pour nous, encore une fois, je donne des prévisions qui sont objectives, c'est en 2017. Une question d'actualité, vous l'avez évoqué, la réforme du Code du travail mise sur la table par Myriam El Khomri. Imaginons, allez, je sais bien que vous n'aimez pas jouer à ce jeu-là, mais si vous étiez encore députée française, est-ce que vous la votez? Est-ce qu'elle convient et est-ce qu'elle a été bien reçue à Bruxelles? Je ne vais pas répondre à la question de savoir si je la voterai ou pas, parce que celle-là n'a pas de sens. Mais je vous dirais que la Commission européenne encourage tous les pays de l'Union européenne à faire des réformes du marché du travail. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une corrélation directe entre une réforme du marché du travail et la baisse du chômage. Pourquoi? Parce que si on a des marchés du travail trop rigides, c'est-à-dire dans lesquels on ne peut pas entrer et desquels on ne peut pas sortir, à ce moment-là, ce sont juste ceux qui y sont, qui y restent, et les autres restent bloqués. Donc il faut assouplir. Mais attention, la question qui se pose, et je conçois tout à fait les débats qui sont en train de se nouer, c'est quel est l'équilibre entre la flexibilité qui est nécessaire et la sécurité qui est indispensable. Est-ce que c'est un texte équilibré? J'ai noté qu'un certain nombre de syndicats, y compris réformistes par exemple, comme la CFDT, se posaient des questions à cet égard. J'ai noté aussi que le président de la République avait dit il y a 2 jours qu'aucun travailleur ne devrait perdre de droit à cet endroit. Ce que je pense, c'est que c'est un texte qui attaque fort sur la flexibilité et j'imagine que le débat parlementaire permettra de le rééquilibrer vers la sécurité. On passe d'une crise à l'autre. L'Europe face à la crise des réfugiés. Maintenant, avec vous, Amine Trouvé-Bakdouche, vous avez 56 ans. Vous êtes chef de mission pour Médecins du Monde. Vous intervenez au quotidien sur les camps de Calais et de Grande-Synthe. Vous avez été aussi en mission ailleurs, en Syrie, en Afghanistan, au Liban. Aujourd'hui, sur place, qui est-ce que vous croisez au quotidien? Vous croisez des représentants de l'Union européenne, la Commission européenne, des représentants de l'État? Il y a qui sur le terrain en ce moment? Il y a quelques visites qui se font de temps en temps, mais on a l'impression que ce sont... c'est pas moi qui le dirais directement, mais que ce sont plutôt des visites touristiques. Je dis pas ça pour vous, mais... C'est comme ça que vous le vivez? C'est comme ça que c'est vécu, et pas seulement d'ailleurs pour les quelques politiques qui viennent, et surtout ils viennent au moment où il y a des zooms politiciens, on va dire, mais pas véritablement pour prendre en considération la situation. Pour mettre les mains dans le cambouis. Allez, Romain Besnénou et David Lemarchand vous ont suivi. Donc il va y avoir des chalets ici, et tu vois, regarde, toi tu as des chalets là, tu as des chalets là-bas, et ça sert de coupe-vent en fait. Voilà. Et ça sera pour, en priorité, des familles avec des enfants. Après l'Afghanistan, le Liban ou la Syrie, Amine ne pensait pas voir ça ici, en France. 500 tentes et cabanes alignées et parées pour l'hiver. Elles forment le premier camp français répondant aux normes du Haut Commissariat aux réfugiés. Voilà la différence entre des sanitaires corrects pour recevoir des personnes qui sont en détresse
et ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui sur les bidonvilles, que ce soit à Calais ou à Grande-Synthe. Et voilà. Donc là, on est sur 5 personnes. Dans une semaine, ces tentes accueilleront leurs premiers occupants. Des réfugiés de la jungle de Grande-Synthe, à quelques kilomètres d'ici. Ils seront pris en charge par Médecins du Monde et MSF, qui a financé 90% du projet pour 2 millions d'euros, sans aucune aide de l'État ou de l'Europe. Parce que là, c'est l'exemple type de ce qu'on pourrait proposer aux personnes qui viennent se réfugier. Et c'est pas compliqué. Ça demande une volonté politique, une décision au niveau de la responsabilité européenne. Ma question est la suivante. Comment les responsables de l'Union européenne comptent enfin prendre leurs responsabilités pour recevoir dignement, humainement, les milliers de réfugiés qui arrivent aujourd'hui en Europe? Pierre Moscovici. D'abord, première chose, sur la crise des réfugiés, j'ai dit tout à l'heure le respect qu'on devait à Mme Merkel. Je pense que la Commission européenne, en fait, a eu une position assez proche de la sienne, qui consistait, je l'ai dit, à d'une part accueillir et intégrer, protéger et secourir. Il y a dans le monde tant de misère, tant de violence, que les gens qui viennent sur notre territoire pour s'y réfugier doivent être accueillis. L'idée qu'on peut fermer toutes les frontières est une idée fausse. Et c'est la raison pour laquelle on doit effectivement mettre le paquet sur ce que vous faites, c'est-à-dire sur l'accueil d'une part, sur l'intégration. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'accueillir tous les migrants, ne confondons pas les migrants et les réfugiés, mais il s'agit bien d'accueillir les réfugiés. Il faut aussi protéger, c'est-à-dire que nous voulons mettre en place un corps de garde-frontières et de garde-côtes. Vous la faites la distinction entre les migrants et les réfugiés ? Vous sur le terrain, d'ailleurs... oui, sur le terrain, il ne peut pas la faire, par définition. D'une part, mais surtout, aujourd'hui, c'est le problème qui a été... qui pour moi... En fait, on met deux sujets. Ce qui est très intéressant à travers tout ce que vous avez prononcé au début, c'est qu'en fait, on est dans une situation internationale, une situation mondiale, et les problèmes sont mondiaux et internationaux. Et donc, c'est un problème européen. Oui, mais vous êtes au bout sur le terrain. Et voilà. Et du coup, distinguer un migrant d'un réfugié, qu'est-ce que ça signifie à partir du moment qu'on le rencontre sur le terrain? Une famille reste une famille, les gens ont besoin, les gens ont besoin. Nous avons, nous, une confrontation à des personnes qui sont des Afghans, Afghanes, des Irakiens, Irakiennes, Syriens, Syriennes, etc., etc. Rarement, voire pas, de gens qui viennent de pays où ils ont eu des catastrophes naturelles. Ça veut dire que nous avons généralement des personnes qui viennent de pays qui sont, pour y avoir été, en difficulté, en guerre, depuis de longues années en arrière. Donc ça, c'est une chose. Là, indépendamment du débat qui pourrait être autour du réfugié, du migrant, le mot je l'aime pas, je dis souvent que migrant, ça ressemble plutôt à des oiseaux qu'à des êtres humains. Donc on parle d'oiseaux migrateurs. Pour moi, on parle de personnes qui se sauvent d'un contexte pour aller à un autre. Et c'est extrêmement important, et j'ai apprécié du coup la différence que vous faisiez. Mais moi, j'irais beaucoup plus loin. C'est qu'aujourd'hui, indépendamment de quelle politique en Europe on pourrait mener pour intégrer les personnes qui voudraient rester, au moins donnons les moyens. Et je pense à Médecins sans frontières qui ont mis en œuvre ce projet que nous soutenons d'un camp qui est un camp aux normes internationales. En Europe aujourd'hui, nous n'avons pas ces camps-là. Nous sommes obligés. Je finis juste ça en termes d'expérience. Deuxième projet qui vient d'être mis en place, c'est SOS Méditerranée, avec ce bateau. Qui part aujourd'hui. Voilà, qui part aujourd'hui, qui devait partir hier soir de Marseille pour aller déjà à Lampedusa, etc. Le nombre de victimes, alors l'idée c'est pas d'aller faire pleurer dans les chaumières, c'est pas ça la question. En tant qu'humanitaire, c'est comme ça que je me positionne aujourd'hui, c'est sur la politique européenne et internationale, il y a tellement de choses à dire. Il y a des gens qui sont victimes des guerres et qui les dépassent. Aujourd'hui, c'est une guerre internationale sur la Syrie, sur l'Irak, sur l'Afghanistan, etc. L'Europe doit prendre ses responsabilités pour prendre aujourd'hui en charge, en donnant les moyens aux ONG et aux associations. On peut le faire, ça ? C'est pour ça on parle de la même chose et on n'est pas du même point de vue. Vous êtes un humanitaire, je suis un politique et je suis qui plus est un politique européen. C'est pour ça que j'essayais quand même de situer ça dans un cadre plus vaste. C'est nécessaire. Parce qu'on entend tellement de choses. On entend il faut 0 réfugié. Pas possible.
est pas justifiée, parce que ça a toujours été une politique, l'asile et le refuge, pour des gens qui, en effet, fuient des catastrophes politiques et des guerres. Moi, quand je suis né, mon père avait le statut de réfugié. Il venait de la Roumanie. Il est devenu en français ensuite. Donc, j'y suis plus que sensible. Alors après, il faut aussi distinguer, le mot migrant est un mot qui est couramment utilisé, les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, vous allez prendre tout le monde, c'est pas de ça dont il s'agit. Et deuxièmement, il faut être aussi capable de protéger, parce qu'il y a ce souci chez ceux qui nous écoutent, sans doute d'être humain avec ceux qui viennent, mais aussi de faire en sorte que tout le monde ne vienne pas. D'où ce que je disais sur ce corps de garde-côtes et de garde-frontières, sur la politique qu'on appelle la politique de hotspot, qui permet de distinguer selon les réfugiés et les migrants. C'est ce qu'on essaie par exemple d'installer en Grèce. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et enfin, un troisième volet, c'est le secours, parce que vous parliez de ce bateau. Le secours en mer, la Commission européenne a financé des interventions, 250 000 interventions en mer, parce qu'il s'agit à la fois d'aller punir les pirates, les esclavagistes modernes qui font la traite de ces humains, et aussi de secourir ceux qui sont en mer. C'est l'argument numéro un, excusez-moi, parce que c'est l'argument numéro un. Je vais en venir quand même à votre réponse très concrète, parce que je voulais le faire. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du budget de l'Europe, on parlait de l'agriculture qui mobilise 40% de ses ressources, on parlait des fonds structurels européens, nous n'avons pas de ressources. Et moi, je veux faire une proposition, là, chez vous. Je pense en effet que nous devons nous doter d'un instrument financier qui permette de faire face à l'ensemble de la politique en faveur des réfugiés ou en direction des réfugiés. À la fois la sécurité, à la fois la protection, à la fois le secours. C'est quoi un instrument financier? Mais je crois qu'il faut créer une sorte de fonds qui permettent en effet d'offrir ces ressources. Parce que le problème que vous avez, et que j'ai aussi, c'est que ces ressources, elles n'existent pas. Il y a quelques semaines, le ministre des Finances allemand, M. Schäuble, alors que pourtant ils sont en effet très restrictifs sur leur budget, avait dit je propose une taxe sur l'essence. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je ne suis pas sûr que taxe pour les réfugiés, c'est ce qui va être le plus populaire. Mais il y a d'autres instruments qu'on peut utiliser ou qu'on peut créer. Et je crois que c'est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, on parle de dizaines de milliards d'euros. Si on veut que ces gens soient humainement accueillis, à Calais et ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de situations de cette nature-là. Si on veut demain que ceux qui restent, parce qu'il y en a qui vont rester, soient intégrés et puissent apprendre la langue du pays, etc., ça a des coûts. Si on veut qu'on puisse financer des accords avec la Turquie, par exemple, on sait que c'est 3 milliards d'euros, il faut de l'argent. Il faudrait qu'il y ait combien dans ce fonds? Je ne peux pas dire, mais ce que je peux dire, c'est que si je prends uniquement l'Allemagne, parce que l'Allemagne est en première ligne, je disais tout à l'heure, des Calais en Allemagne, il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en a presque dans chaque municipalité. C'est ainsi. Et nous devons en être conscients. Ce qui n'empêche pas le drame de Calais, mais ce qui doit aussi nous faire proportionner la réponse à l'égard de Mme Merkel quand on la critique. Mais je viens à ça. Sur le budget allemand, on estime que rien que pour cette année, il y a plus de 10 milliards d'euros. Et ce que je veux dire ici, c'est que je suis conscient du fait que le phénomène que vous affrontez avec humanité, ce phénomène-là, il ne va pas s'arrêter demain. Il faudra qu'on réduise le flux, parce qu'on ne peut pas vivre avec des millions de gens qui arrivent chaque année. Mais même en le réduisant, il y aura des gens à accueillir. Il y aura des gens. Je voudrais vous faire réagir sur une question. Donc il faut ces moyens supplémentaires. Vous permettez, il y a deux choses. Il y a l'accueil et la réception. Non. Ça veut dire qu'il y a des gens, d'une manière ou d'une autre, qui arrivent. Et qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de survivre là où ils se trouvent. C'est ça le cadre de l'humanitaire aussi. Ils sont arrivés jusqu'à Calais pour des raisons, ou à Grande-Synthe pour des raisons. Ils y sont. Le fait du droit international, du droit européen, etc., fait qu'aujourd'hui, on les néglige dans leur réalité. Ils ont droit, ils n'ont pas le droit, etc. Nous vivons au quotidien, enfin, les images sont là pour le prouver. Je parle de la France, effectivement, il y a d'autres pays européens beaucoup plus durs, peut-être, qu'on met des murs, qui accélèrent les crises locales. Il y a des montées que vous appelez populistes, mais qui sont beaucoup plus graves, qui sont des milices fascistes, qui interviennent contre les réfugiés, qui s'autorisent. On rentre dans un nouvel ordre politique, dans ce cadre-là. Donc on dépasse la question de savoir est-ce qu'on peut intégrer ou pas, est-ce qu'il faut des moyens financiers ou pas. On est sur une position politique par rapport à un problème humain, donc c'est pas seulement l'appel du cœur, c'est aussi un appel qui est d'ordre politique. Quelle responsabilité aujourd'hui l'Europe a en faisant en sorte de laisser évoluer les crises entre des populations locales? Et si vous prenez deux exemples, par exemple, entre Grande-Synthe, je finis là-dessus, et Calais, c'est que vous avez Grande-Synthe qui prend des initiatives et des risques qui n'est pas soutenu par le gouvernement,
et d'autre part, à Calais, où on va faire un démantèlement par la force. Dans la position qui est la vôtre, vous n'avez pas à distinguer. Vous accueillez des hommes et des femmes qui arrivent et qui sont dans des conditions de précarité, surtout en hiver, qui sont absolument insupportables, et on doit faire face à ça. Et en même temps, le politique, lui, il doit prendre le problème de manière plus globale. Il doit faire en sorte que l'accueil soit proportionné, que certains soient accueillis et que d'autres, par ailleurs, puissent être réadmis dans leur pays. C'est indispensable. Sinon, il y aura ce sentiment qu'on connaît, qui nourrit les populismes, qu'on n'arrête jamais ça. Mais par ailleurs, là où je veux être d'accord avec vous, c'est sur le fait qu'on ne peut pas accepter les murs en Europe, qu'on ne peut pas accepter les barrières. Et c'est la raison pour laquelle, je reprends là, pour le coup, ce que disait François Hollande, la fin de Schengen, c'est la fin de l'Europe des libertés telle qu'on la connaît. On peut modifier Schengen, on peut réformer Schengen, mais il ne faut pas mettre fin à cela. Être européen, c'est être humaniste et être humain. Le jour où vous n'êtes plus humaniste ni humain, vous n'êtes plus européen. Vous n'êtes plus européen. Et être socialiste, c'est la question. Qu'est-ce que ça veut dire être socialiste en ce moment dans ces crises qu'on a évoquées au cours de cette émission? Jean Garrigue, vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et politique et spécialiste d'histoire politique, et il est temps, selon vous, d'accepter le divorce entre deux gauches. Écoutez, les socialistes ont toujours été divisés depuis leur création. C'est une de leurs richesses. Donc, sur ce point, je pense qu'ils sont dans la continuité de cette histoire depuis Jean Jaurès. Mais il s'est passé quelque chose depuis 2 ans, quelque chose d'important dans l'histoire de la gauche et dans l'histoire des socialistes. C'est un pouvoir exécutif, bicéphale, socialiste, qui assume pour la première fois un tournant qu'il appelle social-démocrate et qu'on pourrait appeler social-libéral, qui assume aussi un tournant que certains jugent autoritaire. Bon, on pourrait discuter. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir de ce choix qui est fait, et qui est clair de la part de François Hollande et encore plus de Manuel Valls, la gauche se divise et le Parti socialiste lui-même est divisé. Et donc, la question qui se pose intellectuellement, mais qui peut se poser politiquement, c'est de savoir si, par rapport à l'opinion, il ne faudrait pas qu'il y ait une clarification, c'est-à-dire qu'à un certain moment, eh bien, on choisisse de transformer ce Parti socialiste, d'en faire un parti social-démocrate ou social-libéral, parce que la social-démocratie, c'était bien autre chose. Un parti social-libéral assumé, et évidemment avec le coût politique que ça peut engendrer. On voit bien que ça engendre directement un coût politique. Alors je voudrais savoir, vous qui avez précisément un surplomb par rapport à cette politique franco-française, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Est-ce que vous pensez qu'il faut, comme c'est, je termine juste, comme c'est à peu près l'idée de François Hollande, continuer sur une sorte de fiction de gauche plurielle pour préparer 2017, ou est-ce qu'au contraire, il n'est pas temps de clarifier les choses par rapport à l'opinion? J'ai un surplomb, mais j'ai toujours mes convictions. Vous demandez tout à l'heure si j'avais encore ma carte du Parti socialiste. La réponse est oui. Est-ce que je suis toujours socialiste? Oui. D'ailleurs, un commissaire européen n'a pas à s'en cacher. Un commissaire européen est un homme politique. La plupart, plutôt 14 d'entre nous appartiennent à la famille des conservateurs, 8 sont socialistes, 5 sont libéraux, et 1 est un conservateur britannique qui votera oui. Donc, parce qu'il est très proche de David Cameron. Mais donc, nous sommes des hommes politiques. Et j'ai là-dessus un jugement tout à fait net. Et en plus, j'ai été ministre de l'économie et des finances. Et dans ce gouvernement, le premier, j'ai été celui qui a proposé, à l'époque j'avais parlé d'une révolution copernicienne, d'une politique économique tournée vers l'offre, tournée vers la compétitivité, et qui devait libérer les forces économiques. On doit accepter ça. Je suis un social-démocrate depuis très longtemps. Et je pense que cela est indispensable. Après, le débat que vous soulevez, vous êtes conscient, d'ailleurs vous l'avez évoqué, il est vieux comme la gauche. Il existe depuis le congrès de Tours de 1920, où les socialistes et les communistes se sont divisés. Moi, je suis un passionné d'histoire politique, et notamment de l'histoire d'entre-deux-guerres. Et quand on voit la manière dont les communistes et les socialistes parlaient les uns des autres à la veille du Front populaire, 2 ans avant, on voit, et puis comme ils se sont ensuite parlé, etc., on sait que ces gauches sont très différentes. Elles le resteront. Et moi, je suis pour que chaque gauche assume son identité. Un social-démocrate n'est pas un homme de la gauche ou un communiste. Il faut qu'il y ait une différence très forte. La vraie question, c'est est-ce qu'on doit accepter que ces gauches se séparent pour toujours et se séparent complètement. Alors, la réponse. Qu'elles soient incapables de se retrouver. Et ma réponse est non. Elles doivent se retrouver. Parce que sinon, comme la politique française est bâtie sur un mode de scrutin à 2 tours, que vous connaissez, dans lequel on ne gagne et on est élu que si on a des alliances, ça veut dire que si ces gauches-là sont
irréconciliables. C'est ce que dit Manuel Valls. Hein. Ou inconciliables. C'est ce qu'il dit. Si elles ne peuvent plus vivre ensemble et si elles ne peuvent plus travailler ensemble, à ce moment-là, les alliances vont être trouvées ailleurs. Et dans l'histoire politique de la France, qui n'a pas commencé il y a 2 ans, c'était ce qui se passait avant le parti d'Épinay en 1971, c'était les stratégies dites de troisième force, qui n'ont pas abouti à la force de la gauche. Donc, je pense, moi, qu'il faut assumer sa différence, qu'il faut clarifier, qu'il faut être très net, mais qu'il ne faut pas se séparer et qu'il faut être capable de se rassembler, parce que, somme toute, ce qui fait que les gauches sont ensemble est peut-être une proximité plus forte qu'avec les droites, même s'il y a un sujet qui est un sujet de clivage. Jean Garrigue, il faut le laisser parler. C'est l'Europe qui est un sujet essentiel. Les sujets que nous avons développés aujourd'hui, la question de la dette, de l'impératif catégorique européen, qui est quand même un enjeu fondamental, et vous y êtes sensible. Est-ce que vous ne croyez pas aujourd'hui que cette gauche réaliste, cette gauche pragmatique, elle est plus proche de la droite modérée, de la droite libérale, qu'elle ne l'est de toute une autre partie de la gauche? Mais la droite elle-même n'est pas unie. Quand Nicolas Sarkozy, qui me semble-t-il est encore le président des Républicains, a proposé qu'on mette fin à Schengen, quand il explique que tout ça ne veut plus rien dire, est-ce qu'il est proche des idées européennes que je peux professer? Précisément. Donc, ce que j'observe, c'est que ces lignes de fracture, elles sont plus complexes que cela. Et que ce qu'il faut être capable de chercher, c'est à partir de son idée, ce qu'on appelle, ou sa conviction, des majorités d'idées. Et ça, je crois que c'est indispensable. Mais le système d'alliance français a-t-il besoin d'être remis systématiquement en cause? Et la majorité existe-t-elle? Lorsqu'on dit François Hollande fait une politique de droite, c'est un discours qu'on entend à gauche, et on l'entend à gauche du côté du front de gauche, ça au fond c'est plutôt prévisible, de la part des communistes, de la part d'une partie des écologistes, et peut-être même à mots couverts d'une partie des frondeurs. Donc là, il y a vraiment des clivages très très importants qui sont en train de se créer, et ça, historiquement, c'est quelque chose de nouveau. Mais vous savez, est-ce qu'il faut avoir une réaction traditionnelle? Quel est le vrai clivage? Il y a quelque temps, dans Les Échos, j'ai donné une interview où j'ai expliqué que j'étais favorable, ou que je pouvais concevoir, si demain Marine Le Pen était au 2e tour de l'élection présidentielle, ce qui est une possibilité, je ne dis pas une probabilité, mais en tout cas, ça peut arriver, c'est pas négligeable, qu'à ce moment-là, si elle était au 2e tour et que l'élection était serrée, du 60-40, il serait absurde de se retrouver avec une France coupée en 3. Et que donc on pouvait envisager des coalitions. Mais dans ces coalitions, on va trouver toute la gauche et toute la droite. Et les fronts républicains, ils ont existé, que ce soit en PACA ou en Nord-Pas-de-Calais. Et donc, je pense que c'est plus compliqué. Donc, j'ai envie de dire, pour la gauche, qu'elle garde aussi son identité de gauche. Non, être un social-démocrate, ce n'est pas être un libéral-démocrate ou un social-libéral. C'est aussi, regardez, vous me demandiez ce que c'est, le combat contre les inégalités, contre les injustices au cœur. C'est dans toutes les dimensions, qu'elles soient internationales, européennes ou nationales, introduire cette dimension humaine. Ce que je dis sur les Allemands ont perdu leur identité. Monsieur Garrigue, ce que je dis sur les réfugiés, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de gens dans la droite française qui le disent. Et c'est tout de même une ligne de clivage aussi. Et donc, si vous voulez, je crois que les choses sont plus nuancées. Moi, si j'étais encore aujourd'hui un homme socialiste, un homme politique socialiste actif, je dirais aux socialistes, assumez-vous, clarifiez, mais restez de gauche. J'ai une question sur la primaire. Jean-Christophe Cambadélis a dit oui à une primaire en décembre, une primaire à gauche, avec le président de la République. Est-ce qu'il sait ce qu'il faut pour sauver la gauche en 2017 ? Je ne veux pas me mêler de ça. Je n'ai pas le sentiment d'ailleurs que ceux qui nous regardent soient centrés avant tout sur la question de la modalité du choix du candidat. C'est un peu facile ça. Non. Si. Non, je pense que c'est une... Si c'est un peu facile, ça intéresse les gens qui vous regardent tout simplement parce qu'on a un président sortant qui sans doute pour la première fois est peut-être pas en situation de se représenter. François Hollande d'ailleurs l'a dit lui-même. Il a dit vendredi dernier, je peux être candidat, je peux ne pas l'être. Et ça vous fait pas de la peine, vous qui avez été directeur de campagne de François Hollande, vous rêviez d'un quinquennat comme ça ? Je crois qu'il le sera, mais ça c'est autre chose. J'ai la conviction qu'il le sera, et je pense que dans le système de la Ve République, le président sortant a toujours tendance à se représenter pour d'une part porter son bilan et pour ensuite vouloir le porter dans la durée. Mais ça nous verrons bien. Tout de même, alors je vais vous donner mon sentiment profond, et libéré pour le coup des instances de parti, j'imagine mal en décembre 2016, par exemple, le président de la République, compte tenu du contexte de polycrise que nous évoquons, tout à coup allait se jeter dans une mêlée avec des gauches mélangées et contradictoires, se livrer à cet exercice-là,
pendant que, dans le même temps, il va traiter de la crise en Syrie, il va parler des réfugiés, de l'agriculture, et va s'occuper de la crise économique et financière. Et par ailleurs, toujours le président de la République doit avoir un apanage, c'est de se prononcer plus tard que les autres. Plus tard que les Vous autres. avez répondu à la question. Aucun président de la République. Vous voyez qu'elle se posait cette question. Nous allons passer maintenant au photo d'actualité de la semaine. Avec UBS, c'est un sujet qui vous concerne sans doute. Un document interne publié par le Parisien démontre que la banque suisse agissait en conscience sous les radars de contrôle pour attirer les fortunes françaises. L'évasion fiscale organisée, ça continue. L'évasion fiscale organisée, ça continue toujours, parce qu'il y a toujours une course à la technologie, mais on lui donne quand même des coups terribles. Vous parliez de la Suisse. Moi, j'ai signé un accord avec la Suisse, qui est un accord d'échange automatique d'informations sur les comptes bancaires. Le secret bancaire, c'est terminé. Ce sera terminé en 2017, mais on fait des progrès là décisifs. Demain, je serai à Monaco. Et je vais paraffer un accord de même nature avec le gouvernement monégasque. Aujourd'hui, le secret bancaire, c'est fini en Europe. Et donc, cette lutte contre l'évasion fiscale, elle fait des progrès décisifs. Mon rôle, c'est de continuer à progresser dans ce sens-là. Une autre image, Verdun. C'était il y a 100 ans, c'était le début de la bataille, aujourd'hui même. 300 jours en enfer, 300 000 blessés, on a oublié. C'est ça notre problème? Non, je ne crois pas qu'on ait oublié ça. Les terres de l'Est, dont j'ai été élu, finalement, en sont toujours porteuse de ces cicatrices. Et la France est porteuse de cette histoire. Elle doit être fière de cette histoire. On a beaucoup parlé des commémorations ces derniers temps. On y a passé beaucoup de temps. Moi, je trouve ça très bien. Parce qu'on ne doit jamais oublier. Un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et nous allons passer maintenant non pas aux photos, aux SMS, à vos questions. Ça me fatigue d'entendre que la politique européenne est bonne quand je vois le résultat aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'elle était parfaite. Moi, je plaide pour une meilleure Europe, pas pour systématiquement plus d'Europe. Je plaide pour une Europe qui est capable de répondre aux crises. Je ne nie pas les crises. Je suis conscient des mécontentements, je suis conscient de tout ça. Mais en même temps, il faut aussi le dire, l'alternative à l'Europe, c'est le repli sur soi et c'est donc la défaite. Un pays pourrait-il sortir de l'Europe et garder comme monnaie l'euro? C'est compliqué. Mais il y a des pays hors Europe qui peuvent avoir l'euro. Par exemple, dans les accords monétaires, je vais à Monaco demain, qui n'est pas un pays d'Europe. C'est la monnaie véhiculaire, c'est l'euro. Ça, c'est une réponse théorique. Oui. En pratique, ça paraît quand même extrêmement compliqué. Et juridiquement, ça me paraît impossible. Que fait l'Europe concrètement en faveur de l'emploi? Et en France, agit-elle? Ce que fait l'Europe en faveur de l'emploi, c'est d'essayer de mener des politiques économiques qui sont des politiques favorables à l'emploi. Je citerai la Banque Centrale Européenne avec ses politiques de taux d'intérêt bas. Je citerai, quoi qu'on en dise, les politiques budgétaires et aussi les politiques de réforme structurelle qu'on essaie de pousser. Enfin, il y a une politique que je veux mentionner, c'est ce plan Juncker, ce plan pour l'investissement de 315 milliards d'euros. On va voir les projets commencer à sortir de terre en 2016. C'est la première fois qu'il y a une démarche aussi ambitieuse en Europe. Le Royaume-Uni peut-il continuer à profiter des avantages de l'Union européenne sans en subir les inconvénients? Un peu d'agacement. Mais si c'est un jugement sur l'accord, on peut le comprendre. Pour le reste, ce que je souhaite, c'est que le Royaume-Uni demeure un Royaume-Uni dans une Europe unie. Oui, c'est dit. Je ne sais pas si ça répond à la question de ce téléspectateur ou de cette téléspectatrice. Je ne sais pas ce qu'il ou elle voterait s'il était britannique. Si l'on organisait aujourd'hui un référendum de sortie dans chaque État membre de l'Union européenne, combien de pays la quitteraient? Aucun. Vous êtes sûr de ça? Sûr de ça. Il faut être conscient tout de même que quand on parle de la Grande-Bretagne, ce n'est pas transposable à d'autres. C'est un pays qui depuis toujours a une relation particulière, très particulière à l'Europe, et donc le débat se pose chez lui et uniquement chez lui. Et il y a une deuxième chose que je veux dire, c'est que pour les pays qui ont l'euro en commun, l'attachement à l'euro est massivement majoritaire. Que nos concitoyens, même quand ils sont agacés par l'Europe, réalisent que l'euro est une force. Les Français sont à 70% favorables à l'euro. Quelles sont les réformes que François Hollande devrait absolument engager cette année selon vous? L'entrée en campagne ne va-t-elle pas le freiner? Je pense qu'il faut une réforme du marché du travail. Ça, je pense que c'est la réforme absolument centrale. C'est ça que vous lui soufflez à l'oreille tout à l'heure dans ce qu'on voyait dans le reportage? Non, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait du son, donc on parlait d'autre chose. Non, mais je pense qu'il faut aussi, sans doute, une réforme de la formation professionnelle. Voilà des secteurs où nous avons besoin d'avancer pour l'emploi, en vérité. Êtes-vous favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Non, je n'y suis plus favorable, au sens où je
pense qu'elle n'est pas possible et qu'elle ne serait pas admise. Mais en revanche, je sais que nous avons besoin d'avoir des relations extrêmement privilégiées avec la Turquie. Par exemple, sur la crise des réfugiés, c'est une crise que nous ne résoudrons pas si nous ne sommes pas capables d'avoir des accords privilégiés avec la Turquie. Donc la Turquie est un partenaire vital pour l'Europe, comme l'Europe est un partenaire vital pour la Turquie. Je suis favorable à un rapprochement considérable. L'adhésion, je pense qu'elle est aujourd'hui impossible. Les Européens n'y sont pas prêts? Les Européens ne l'accepteraient pas. Cela dit, n'oublions pas que la Turquie est un pays candidat à l'Union européenne. N'oublions pas que nous ouvrons de nouveaux chapitres de négociation. Qu'arrivera-t-il dans 20 ou 30 ans? Je ne sais pas. Il est souhaitable qu'un jour nous puissions l'accueillir. Allez, à combien s'élèvent les frais de fonctionnement de l'Union européenne? Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est 5% du budget. C'est quand même très peu par rapport à d'autres entités publiques. Ça fait combien, 5% du budget? Ça doit être à peu près 5 milliards. C'est très peu? Par rapport à d'autres entités publiques, les frais de fonctionnement dans les collectivités locales ou dans l'État... 28 pays, 5 milliards, ça me paraît 80... pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Vous êtes sûr de vous? Écoutez, je vais vous prendre l'exemple de la Commission européenne. La Commission européenne, on la voit omnipotente, omniprésente. Avec des gros salaires et tout ça. Très bien, c'est 30 000 salariés, 30 000 fonctionnaires. Quand j'étais ministre des Finances, il y avait 160 000 fonctionnaires en ministre des Finances français. Donc oui, ce sont des entités relativement légères, avec un coût de fonctionnement rapporté au budget qui est extrêmement faible. Pour une collectivité locale, 80 à 90% sont des dépenses de fonctionnement. Une question qui va vous faire pour terminer. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron? J'aime beaucoup le ministre de l'économie quand il réforme la France pour son bien. C'est quoi la vraie réponse? C'est ça. Ah oui? Bon. Après, j'aime beaucoup Emmanuel Macron aussi. Par ailleurs, bon. Oui, mais après, si vous me demandez le destin d'Emmanuel Macron, je ne suis pas capable de vous répondre. Merci beaucoup, Pierre Moscovici. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Demain, votre BFM Calvi à 17h50 dans cette alerte. Très, très belle soirée sur France 5.